direct d'Aix-en-Provence aux rencontres économiques. Avec moi, Alain-Richard Donouailly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la COP 15 et vous êtes ancien ministre des Eaux et Forêts de la Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes président de la COP 15, alors on entend beaucoup parler de la COP 21, mais je vais dire peut-être un peu moins de la COP 15, et il y a différentes COP. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la COP 15 ? Alors la COP 15, il y a deux COP 15, il faut savoir. En tout, il y a 3 COP. En fait, il y a 30 ans, à la Convention de Rio, ces 3 COP ont été mises en place. La COP climat, qui en est à la 27e, c'est la COP 27 dont on parle. La COP biodiversité, qui en est à la 15e session. Et la COP désertification, dégradation des sols, lutte contre la sécheresse, qui est celle que je préside actuellement. Donc il y a trois de ces COP qui regroupent l'ensemble des pays, un peu plus de 220 pays qui sont donc partis à cette convention et qui traitent de ces 3 sujets qui sont interliés, mais 3 sujets différents. Alors la COP 15 désertification se réunit tous les 2 ans. C'est pour ça que depuis 30 ans, elle en est à la 15e. Celle de climat se réunit tous les ans. Et chaque fois qu'elle se réunit dans un pays, ce pays-là assure donc la présidence jusqu'à la prochaine COP. Et l'année dernière, cette convention s'est déroulée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire assume la présidence. J'ai été donc élu par les partis pour être président de cette COP jusqu'en décembre 2024. Donc voilà, la COP désertification s'occupe donc de la lutte contre la dégradation des sols, contre la sécheresse et contre la désertification. On appelle désertification, c'est plutôt, je dirais, c'est plus la lutte contre la déforestation et la dégradation des sols, principalement. Vous appelez, il y aurait peut-être intérêt à une meilleure synergie, parce que finalement tout est lié, vous l'avez dit, le climat, la désertification. Oui, tout est lié. D'ailleurs, les 3 présidents des 3 COP, nous sommes parlés et nous avons l'intention de faire une déclaration commune pour justement amener à comprendre la convergence entre ces 3 sujets, mais surtout à l'unification du combat, je dirais, aussi bien au niveau des financements, mais des actions, qu'elles ne soient pas séparées mais conjointes, pour avoir plus d'efficacité, parce que l'un entraîne l'autre. La désertification, la dégradation des sols entraîne la perte de biodiversité, la désertification entraîne les changements climatiques, et c'est un cercle vicieux finalement qui est en train de se faire, et il faut lutter de façon conjointe et concertée. Alors la COP climat, la COP désertification, qui est peut-être la moins connue, parce qu'elle touchait principalement les pays pauvres. On parlait de désert, c'était l'Afrique, c'était des pays pauvres. Mais aujourd'hui, la sécheresse est en train de toucher le monde entier. Absolument. Le monde industrialisé comme le monde en voie de développement. Et de ce fait, on commence à en parler un peu plus. On reconnaît la liaison entre la sécheresse et la rareté de l'eau. Et donc aujourd'hui, cela touche tout le monde, les pays industrialisés, et il y a intérêt à ce que ces 3 COP-là travaillent ensemble et puissent évoluer ensemble. Effectivement, et porter une parole commune, ça peut effectivement peut-être, surtout sur les actions, peut-être aider davantage à être compris par tous. Oui, compris par tout le monde. Il faut plus de sensibilisation parce que lutter contre ces phénomènes-là, ça se fera avec les hommes. Ça se fera avec les populations elles-mêmes qui sont elles-mêmes au contact au niveau de l'agriculture, par exemple, de l'utilisation des sols. Si on veut éviter de dégrader les sols, il faut parler aux agriculteurs, il faut parler aux fermiers pour qu'ils comprennent la nécessité de préserver les sols et les effets négatifs que l'on a à les dégrader. Donc il faut plus de sensibilisation, plus d'informations et plus d'actions concrètes. Il faut éviter... on a beaucoup de réunions, on a des grandes réunions, beaucoup de discours, beaucoup d'intentions de financement, beaucoup de bonne volonté, mais l'action est encore lente, n'est pas encore efficace. Il faut agir maintenant parce que si l'on veut arranger notre planète pour le long terme, il faut agir maintenant, il ne faut plus attendre. Alors il y a un grand projet qui s'appelle la Grande Muraille Verte en Afrique. La Grande Muraille Verte, c'est un grand projet de la COP 15 qui a été lancé par l'Union africaine. Il s'agit de créer une muraille d'arbres, entre autres d'arbres de 8000 km entre le Sénégal, la Mauritanie,
et l'Éthiopie et Djibouti, donc de créer une grande bande de 8000 km pour permettre de changer, je dirais, l'économie, la vie des gens qui se trouvent dans ces zones-là, pas seulement planter des arbres, mais révolutionner l'économie locale. Parce que finalement, tout est lié, c'est-à-dire que si un agriculteur qui n'a plus de quoi travailler va migrer, et du coup, ça laisse... Exactement. Ça crée des mouvements qui sont plus compliqués. Un projet tel que celui-là va permettre de fixer les populations, donner des emplois aux jeunes, donner des emplois aux femmes, donner de l'espoir à tout ce monde, faire en sorte qu'ils soient moins vulnérables aux sirènes de la guerre, on va dire. Ou faire en sorte qu'il n'y ait plus de mouvement de population, de migration obligatoire de ces populations-là, comme on le remarque aujourd'hui en Espagne, par exemple. La sécheresse est en train de toucher l'Espagne, des populations sont en train de migrer. Absolument. Le GIEC avait d'ailleurs alerté sur ces problématiques. Et ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'un projet tel que celui-là, qui va se passer donc en Afrique, va avoir des répercussions sur le climat mondial. Est-ce que du coup, une grande muraille verte, ça pourrait être dupliqué ailleurs dans le monde? Bien sûr, ça peut se dupliquer en Asie. D'ailleurs, cela se fait déjà. Plusieurs zones en Afrique ont besoin de cette muraille verte, aussi bien en Afrique australe qu'en Afrique du Sud. La même chose peut se répliquer en Asie. En fait, c'est un projet qui est peut-être modèle, mais qui peut se répliquer partout ailleurs. Il y a une table ronde qui a été, il y a un thème qui a été évoqué ici, c'est les nouvelles technologies futures de l'industrie. Si on l'applique peut-être à l'agriculture, c'est un sujet aussi qui est peut-être encore trop émergent, de se servir des nouvelles technologies pour peut-être mieux gérer aussi les forêts, l'agriculture. Oui, c'est un sujet, je dirais, qui est actuel. Il faut aller tout de suite aux nouvelles technologies. C'est d'ailleurs plus facile d'accès pour les populations les moins favorisées. Absolument. Aller directement aux nouvelles technologies parce qu'il y a aujourd'hui des technologies nouvelles qui ne coûtent pas cher, qui sont très efficaces et très abordables. Ces nouvelles technologies-là peuvent s'appliquer aux études au niveau de l'agriculture. Il faut d'ailleurs que je mentionne qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Absolument. Je pense que l'intelligence artificielle peut aider positivement donc à l'amélioration des cultures agricoles notamment, et peuvent aider les populations les moins favorisées à accéder plus facilement à des financements, accélérer les études, non seulement en temps mais en faisant baisser le coût des études qui peuvent se faire. Et donc il faudrait introduire toutes ces technologies et même l'intelligence artificielle pour permettre un développement plus rapide des bonnes pratiques au niveau de l'agriculture et permettre donc à ces populations-là d'accéder à des revenus plus élevés très rapidement. Vous l'avez mentionné, c'est l'accessibilité des outils qui est importante, c'est de pouvoir le mettre à la portée du plus grand nombre, c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu et c'est heureux de voir que la jeunesse est très impliquée dans ces nouvelles technologies. La jeunesse est vraiment très impliquée et cette jeunesse-là n'est pas seulement la jeunesse des pays industrialisés, mais également donc la jeunesse des pays moins industrialisés ou des pays en développement. Et celle-là peut apporter des solutions et il faut que les hommes politiques, il faut que les responsables politiques soient plus à l'écoute des solutions qui peuvent être apportées par cette jeunesse et par ces nouvelles technologies. Alors vous me donnez le lien de transition parfait, vous venez de dire la politique. Il y a un sujet aussi qui est évoqué ici, c'est d'inscrire parfois les politiques dans un temps plus long et pas forcément dans un temps réactif. C'est un peu à contre-courant parfois de ce qu'on a l'impression qu'il faut faire aujourd'hui quand on dit qu'il faut agir vite, mais des politiques stratégiques qui s'inscrivent dans le temps long, c'est encore trop peu fait, c'est indispensable. Il faut le faire absolument. Moi, je pense que la politique à court terme doit être guidée par les objectifs à long terme. Donc, il faut aller en rétro-planning. Si l'on veut avoir des résultats en 2050 ou en 2100, il faut faire quelque chose maintenant pour arriver à ces résultats-là. Donc, la politique immédiate doit être absolument guidée par nos objectifs à long terme. Et il n'y a que cela de vrai. Et il faut agir maintenant, parce qu'en matière de changement climatique, en matière de désertification, si l'on veut inverser la tendance, il faut agir maintenant. Chaque jour que l'on perd, ce sont des années, des dizaines d'années qui sont perdues. Donc nous n'avons pas le choix.
Il faut changer de comportement maintenant et il faut que ça commence par les politiques. Mais il faut faire un peu de pression sur les hommes politiques. Il faut faire un peu de pression. Donc les populations, les communautés sont celles qui doivent faire la pression pacifiquement, mais en faisant comprendre qu'il faut adapter nos politiques à nos besoins, il faut adapter nos politiques à nos objectifs. C'est ce qu'il faut faire. Alors, élection, oui, d'accord, mais faisons la politique avec un grand P. Comment retrouver de l'espoir? Est-ce que ce que vous avez entendu pendant 3 jours vous a redonné espoir? J'avais pas perdu l'espoir. Non, pas du tout. Je suis très optimiste. Et je pense que nous ferons... L'être humain est capable de se transformer, je dirais, et de se surpasser quand il s'agit de sa survie. Et je pense que nous sommes en train de réagir maintenant. C'est pour cela que de plus en plus, ces sujets-là sont importants et deviennent les plus importants. Et lorsque l'on aura compris que la chose environnementale est aussi importante que la crise, les autres crises, que les crises auxquelles nous devons face, surtout les crises militaires, quand on aura compris ça, nous mettrons les moyens qu'il faut, là où il faut, pour que les choses changent. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour cet échange et c'est presque ces annonces. Donc voilà, il va y avoir une cohésion entre les différentes COP et c'est un très bon message. Merci beaucoup Alain Richard Douani. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants avec Gilles Bonenfant, le président d'Euro Consulting Group, continuera à parler d'industrie et d'industrie verte. À tout de suite.